Merci. Bonjour à tous et bienvenue sur cette table ronde. On va l'articuler en plusieurs temps avant d'aborder peut-être un jeu de questions-réponses à la fin. Je garderai un petit peu de temps, 10 minutes pour les questions-réponses. Ce sera plus commode que de nous interrompre éventuellement puisque cette table ronde sera dynamique sur la fin. Comme j'ai été présenté, effectivement, je suis en charge des industries discrètes chez SAP. Industrie discrète, c'est-à-dire l'industrie automobile, l'industrie aérospatiale défense, l'industrie manufacturière qui produit des biens d'équipement et des biens high-tech. D'accord, et je suis responsable valeur pour cette industrie, donc en partie en charge en phase avant-vente de démontrer la valeur que les solutions SAP peuvent apporter, et en phase après-vente, démontrer que la valeur qu'on avait promise est bien délivrée aux clients à travers des scorecards ou des KPI dont on a convenu la pertinence en amont. D'accord, et c'est donc avec cette casquette-là que j'aborde ce thème aujourd'hui d'enjeu de la transformation, puisque c'est vraiment la transformation agentique qui, je dirais, aujourd'hui est mise en avant. Voilà, c'est une étape supplémentaire, certes disruptive, mais une étape supplémentaire dans le progrès que peut apporter l'IA au sein de l'entreprise. L'IA, ça fait des décennies maintenant qu'on en parle dans toutes nos entreprises. C'était essentiellement des analyses de tendance, du machine learning, des prédictions qui étaient améliorées, qui étaient déployées à travers les différents business process, donc que ce soit de la finance, de la supply chain, des ressources humaines ou autres. Aujourd'hui, on va principalement se focuser sur la supply chain et donc aborder des cas d'usage réels tels qu'ils ont été déployés dans les usines sur la base de machine learning ou d'IA agentique et tels qu'ils seront déployés demain puisqu'il y a un vrai enjeu de passage à l'adoption. Le MIT fait régulièrement des surveys, mais pas que le MIT. Il y a beaucoup de conseils qui font des surveys et pour avoir des grandes ordres de grandeur, je dirais en tête, c'est 60% des entreprises industrielles au niveau mondial qui évaluent l'IA, mais que 5% seulement qui ont des cas d'IA déployés à l'échelle, qui apportent des vrais gains de productivité qui ont pu être mesurés. Donc, sans plus attendre, je vais m'adresser à mes éminents représentants panélistes à ma gauche pour donner un peu de couleur à ces use cases qui sont justement déployés dans l'industrie, qui ont fait leur preuve de valeur, avant qu'on aborde peut-être un deuxième chapitre qui sera les freins à l'adoption des futurs use cases tels qu'on les voit aujourd'hui. Donc on parlera peut-être des futurs use cases dans un deuxième temps. Et puis les accélérateurs potentiels pour déployer ces futurs use cases et passer à l'échelle. Donc, Diane, tu peux peut-être commencer par nous présenter un peu les enjeux stratégiques de Sanofi et en quoi l'IA a la prétention d'y répondre. Dans cette phase de préparation, on a beaucoup parlé des enjeux autour de l'accélération de mise sur le marché des médicaments. Tu peux peut-être nous donner un peu plus de couleur autour de cet enjeu et des cas d'usage IA pour atteindre cet objectif. Merci. On m'entend ? Oui. Donc Sanofi, aujourd'hui, comme toutes les entreprises pharmaceutiques, comme tu l'as dit, la R&D, c'est le nerf de la guerre. Donc aujourd'hui, l'IA, ça fait partie des leviers critiques pour accélérer le temps qu'on va mettre entre le développement du produit et la mise sur le marché. On a énormément de leviers sur lesquels on travaille de ce côté-là. Et de manière plus générale, le slogan de Sanofi aujourd'hui, c'est être une entreprise R&D, driven by AI, qui va servir nos patients jusqu'au dernier miles. Et si je reviens sur cette mission, en fait, le rôle de l'IA pour cette accélération, la mise sur le marché et la livraison aux patients, elle est critique aujourd'hui parce que c'est ce qui va nous permettre de sauver le plus de patients au jour le jour. De manière plus générale aussi, et on en discutera, on a eu un gros push il y a 6-7 ans par le biais de notre CEO qui a énormément poussé, et c'est pour ça que c'est dans notre baseline aujourd'hui,
pour qu'on se développe sur la partie IA. C'est critique et c'était quelque chose qui est venu from the top, qui a beaucoup changé la culture de l'entreprise avec ce qu'on appelle le snackable AI, c'est-à-dire l'AI qui va être utilisable par tous, tout le temps. Aujourd'hui, on a un certain nombre d'applications AI qu'on met à disposition de nos utilisateurs en entreprise. On a plus de 30 000 utilisateurs quotidiens sur ces applications. Ce qui veut dire qu'on a réussi au moins ce challenge d'être snackable auprès de l'ensemble de nos utilisateurs. Excellent. Donc 30 000 utilisateurs sur combien de salariés? 90. Sur 90, donc un tiers des salariés qui utilisent l'IA au quotidien. Tout à fait. Et c'est vrai que l'idée, c'est que ce soit utile. Donc on se rend compte qu'avec l'IA, on peut s'améliorer au jour le jour. Il faut se lancer un moment. C'est un peu là-dessus que le push du COI a été intéressant. On s'est lancé, on n'a pas réussi tout de suite. Les use cases n'étaient pas forcément utiles tout de suite, mais le fait de pousser l'utilisateur à donner du retour nous a permis d'améliorer de manière continue la manière dont on utilisait au fur et à mesure l'IA. Côté supply chain, par exemple, on l'utilise maintenant énormément sur la partie forecasting. Alors, comme beaucoup de monde, il y a une partie statistical forecast, mais en plus d'absorber l'ensemble des données internes, on est allé chercher des données exogènes. Les ruptures de nos compétiteurs sur le marché qui sont disponibles auprès des autorités de santé font partie des données qui alimentent nos forecasts aujourd'hui. Et on se rapproche d'un modèle, pas à 100%, mais quasiment en zéro touch sur les forecasts, parce qu'on arrive à enrichir de manière beaucoup plus exponentielle en fait, par rapport à ce qu'on faisait avant manuellement en essayant d'avoir des informations marché. Ça fait partie des leviers sur lesquels, côté supply chain, par exemple, on a énormément avancé. Très bien. Youssef, est-ce que tu as aussi à nous partager une expérience par rapport à la stratégie de l'entreprise, la stratégie de Forvia, donc, qui est de raccourcir bien sûr les temps de mise sur le marché, mais aussi avoir des objectifs de réduction de coûts de production qui sont particulièrement agressifs? Oui, alors bonjour à tous. Merci pour l'opportunité. Comme Diane disait, le nerf de la guerre pour Sanofi, c'est la R&D. Pour un acteur comme Forvia, un équipementier automobile, Tier 1, le nerf de la guerre, c'est clairement la compétitivité. Pour Forvia, à double titre, la compétitivité, donc la réduction des coûts, parce qu'on a un objectif de désendettement qui est assez ambitieux pour pouvoir ensuite financer une transformation, mais aussi parce qu'on a des objectifs de prise de part de marché assez ambitieux dans le cadre de notre nouveau plan stratégique Ignite. Donc, compétitivité. Et donc, évidemment, l'IA s'est vue comme un levier extrêmement important pour pouvoir atteindre ces objectifs. Et alors, bizarrement, l'IA chez Forvia, on peut dire que c'est ancien et nouveau en même temps. C'est-à-dire qu'on a des cas d'usage IA sur le shop floor depuis, je pense, au moins plus de 5 ans, notamment l'IA liée autour du machine learning pour automatiser l'inspection automatique de la qualité par vision. On a des cas d'usage aussi par son. Donc voilà, cette IA est finalement assez ancienne. Évidemment, la nouvelle IA, donc notamment la révolution récente des LLM, en même temps, c'est très très déployé. C'est-à-dire que je pense que maintenant, tout le monde chez Forvia, ou pas très loin de tout le monde, utilise au jour le jour typiquement Copilot. Tout le monde, on a la chance chez Forvia d'avoir une plateforme de données qui est largement déployée avec des cas d'usage qui sont utilisés. On a donc au global sur la plateforme 20 000 utilisateurs quotidiens. Sur certains spécifiques aux opérations, par exemple liées à l'OI et au scrap, c'est 2000 à 3000 utilisateurs quotidiens. On a déjà intégré de manière assez facile dans ces dashboards des compagnons IA qui permettent de facilement analyser les données. Et pour être très honnête, j'ai été moi-même surpris de à quel point ça a été simple et il y a eu un pool de la part des utilisateurs. On a même des échanges maintenant de prompts entre les utilisateurs et des bibliothèques qui sont construites. Voilà. Donc ça, c'est positif. Par contre, ce qui est clair, c'est que c'est nouveau parce que le gain de productivité attendu, il n'est clairement pas encore là. On a de la satisfaction utilisateur, on a un drive très fort, mais on n'a pas encore la valeur. Et il y a une intervention d'Arthur Mensch récemment à l'Assemblée qui, pour moi, m'a vraiment parlé, où il disait, lorsqu'on regarde l'utilisation de l'IA chez des développeurs, lorsqu'on regarde l'IA pour un développeur, la productivité, elle est de 50 à 60%.
Lorsqu'on regarde autour d'une équipe de 2-3 personnes, cette productivité, elle baisse à 10-15%. Et lorsqu'on regarde au niveau d'une organisation, eh ben, la productivité, elle disparaît. Et donc, la difficulté, ça va être de trouver finalement comment on va pouvoir se réorganiser, comment on va pouvoir focaliser des cas d'usage pour vraiment aller jusqu'au bout de la valeur, de l'euro gagné. Chez Forvia, il y a 3 sujets à court terme sur lesquels on pense qu'on peut aller justement au bout de cet euro gagné. D'abord, autour de la planification et du scheduling. Alors, du fait des enjeux qu'on a sur notre chaîne de valeur, toujours plus instable, toujours demandant de plus en plus de réactions, notre ambition, c'est d'utiliser l'IA pour évidemment être plus fiable dans nos prédictions, mais aussi utiliser l'IA pour être plus efficace dans notre processus de scheduling. Ces outils de scheduling sont généralement complexes à paramétrer. Et donc, on voit l'IA comme un moyen de simplifier l'utilisation de ces outils pour pouvoir les relancer typiquement plus fréquemment. Et ça, on a l'ambition de s'appuyer sur ça pour pouvoir centraliser toutes les fonctions de planification et de scheduling. Donc, on voit ici que voilà, l'implémentation d'un outil digital nous pousse à vraiment revoir une manière de fonctionner en profondeur. Et voilà, sortir cette fonction des usines chez Forvia, ça va être un challenge quand même assez intéressant. Le deuxième sujet, c'est la maintenance. Chez Forvia, on a un parc de machines qui est assez important, 5000 machines qui sont réparties sur 35 catégories de technologies différentes. Donc beaucoup de diversité, beaucoup de types de machines, enfin de marques de machines différentes. Et l'expertise nécessaire pour pouvoir maintenir tout ce parc devient une denrée de plus en plus rare. Donc utiliser l'IA pour pouvoir parer à ce challenge est un objectif ambitieux. L'organisation se fixe la target de réduire le mean time to repair, en français, si quelqu'un là, je veux bien, mais donc voilà, le temps pour réparer les machines de 50%. On pense qu'avec l'IA, on peut y arriver. Donc on a déjà lancé des pilotes. Pour l'instant, c'est un sujet que l'on prend par petits bouts, parce que c'est un sujet assez complexe, notamment du fait de la diversité de nos machines. Mais c'est un sujet qui est prioritaire et qui, par ailleurs, est sponsorisé directement par le COMEX de Forvia. Et le dernier, c'est la donnée pour la performance, notamment pour l'analyse de la qualité. Donc là, je donnais l'exemple de ces fameux dashboards qui sont déjà très, très déployés et sur lesquels l'IA permet de simplifier l'analyse des données et de donner des directives claires à nos utilisateurs. Clairement, la frontière suivante, c'est de pouvoir passer directement de l'analyse à l'action automatiquement, sans passer par l'humain. Et donc, c'est les sujets sur lesquels on souhaite travailler dans le futur. Oui, tout à fait. Effectivement, c'est la révolution agentique qui permet d'apporter ça. On parlait beaucoup de productivité jusqu'à maintenant, de gains de productivité, comme vous l'avez souligné à travers les différents cas d'usage en supply chain, en maintenance préventive. Maintenant, l'IA agentique, avec l'appel des LLM pour analyser du fond documentaire, pour produire des inférences, elle est beaucoup sur la production de scénarios qui sont éventuellement classés par un ordre de gain potentiel ou d'apport de productivité potentielle. Et là, on parle véritablement non plus seulement de productivité, mais d'efficience, à savoir que vous avez les yeux qui s'ouvrent sur un panel de scénarios qui sont proposés et entre lesquels il suffit d'arbitrer. Donc l'intelligence, l'IA propose et l'humain dispose, si on peut reprendre un slogan, mais dispose pour justement atteindre ce niveau d'efficience opérationnelle qui est valorisant pour chaque business, chaque métier. Maintenant, je vais passer la parole à Valérie, qui a un historique industriel aussi bien fourni, aussi bien dans l'automobile que plus récemment dans l'aéro. Mais est-ce que Valérie, vous pouvez nous parler de ce que vous avez en tête comme cas d'usage disruptif pour l'automobile, par exemple, mais pas que? Alors, je vais intervenir en tant que présidente Elle Bouge, donc association qui vise à féminiser les métiers de l'industrie, dont l'intelligence artificielle. Et pour répondre avec ce passé d'industriel, dans l'industrie automobile, il y a d'abord un gros enjeu de compétitivité au niveau de la réduction des temps de développement dans les bureaux d'études. Utiliser du machine learning, utiliser du data scientist, utiliser un certain nombre d'agents IA afin de réduire les temps de développement. Il y a encore quelques années pour développer
un côté de caisse en termes de conception, de calcul de R&D, de calcul de fiabilité. On était sur des boucles de 3 semaines. Maintenant, avec l'intelligence artificielle, on est capable d'avoir une première conception entre 48 heures et 72 heures. Les autres aspects dans l'industrie automobile et surtout sur l'aspect, je dirais, fournisseur, c'est des réponses à appel d'offres vers les constructeurs. Aujourd'hui, avec des modèles d'intelligence artificielle, on est en capacité, en ayant bien sûr des bonnes bases, de générer automatiquement des appels d'offres, d'avoir un premier draft par rapport à un cas précis d'usage et un requirement client. Donc ça accélère les temps d'offre. Et après, en dernier lieu, il y a bien sûr tout ce qui passe dans l'outil industriel, notamment tout ce qui est maintenance préventive, avec notamment l'usage des IoT, des Internet objets connectés, détecter une panne, aller plus vite, avoir des temps de consommation sur tous les consommables, et donc un enjeu d'efficacité collective et d'efficacité générale sur tout le temps de transformation, de l'industrialisation du produit. Excellent. Donc ça complète bien effectivement ce que disait Youssef sur les gains espérés en productivité pour le développement, le raccourcissement des délais de mise sur le marché pour les pièces qui sont développées pour les OEM. Et ça va de pair aussi avec la rationalisation et les gains de coûts de production. Tout à l'heure, il y avait Renault qui intervenait. C'est vrai que le plan Future Ready, qui a été récemment mis en exergue par François Provost, qui vise 40% de diminution des coûts de fabrication de véhicules. Donc on voit qu'il y a des réelles ambitions de déploiement de l'IA sur la supply chain en général et sur le manufacturing en particulier pour réduire les coûts d'assemblage. Donc c'est clairement un gisement de valeur qui reste à explorer dans sa globalité. Alors maintenant, au-delà de ces gisements de valeur, effectivement, pourquoi est-ce que tous les cas d'usage ne sont pas déployés aussi rapidement que ça? Il y a peut-être des freins qui sont aujourd'hui réels sur ces déploiements. Dans l'étude du MIT dont je parlais en introduction, on parlait de 2 freins principaux qui sont mis en avant. C'est l'harmonisation des workflows. Donc, comme tu disais, Youssef, des cas d'usage qui sont déployés au sein de métiers bien particuliers qui font leur preuve de valeur pour une personne. Quand on passe sur 2-3 personnes, le gain a tendance à diminuer un petit peu. Et puis quand on passe à l'échelle de l'organisation, le gain il est quasiment nul. Pourquoi ça? Parce qu'effectivement, il y a des workflows bien particuliers qui ne sont pas forcément harmonisés au sein des entreprises, au sein des business entités. Et puis, ces différents workflows en supply chain, en manufacturing, en achat, etc., qui ne sont pas forcément harmonisés, ne reposent pas également forcément sur de la data qui est harmonisée en source unique de données. Et donc, du coup, déployer des agents qui, par essence, vont être cross-fonction, ces agents vont potentiellement avoir un peu de mal à identifier la bonne source de données. Donc, dans le meilleur des cas, vont avoir des contextes énormes à prendre en compte, ce qui, on le sait, peut conduire à des hallucinations ou du moins à des taux de fiabilité qui sont bien moindres et à des performances des agents qui sont bien moindres. Est-ce que dans vos organisations, vous observez ces freins ou est-ce que vous en observez d'autres? Diane, est-ce que vous pouvez commencer par... Alors, la data, on en a parlé. Sanofi, c'est un cumul de plus de 180 acquisitions sur les dernières années. Donc, on a forcément des systèmes qui ne sont pas harmonisés. C'est assez compliqué d'aller chercher toute la donnée. Donc, on a mis en place un Snowflake dans lequel on a agrégé, un data lake dans lequel on a agrégé toutes les données. Clairement, aujourd'hui, c'est un des freins. Et le fait d'harmoniser, et on repassera sur Sapana bientôt, donc ça va nous aider aussi à faire en sorte qu'on ait le même corps modèle partout. Le deuxième frein, c'est avoir confiance dans l'outil.
D'autant plus quand on commence à passer sur tout ce qui est agentique, où on va avoir des vraies propositions et on veut laisser la main au système, on veut les laisser être autonomes. À quel moment le user va pouvoir lâcher et le contrôle sur les informations? Et c'est un frein psychologique qu'il faut travailler ensemble avec les équipes. Un, sur la fiabilité des données, évidemment. Deux, sur l'enrichissement qu'on peut avoir avec le retour. Donc on fait par exemple ce qu'on appelle des hackathons, dans lequel les différents utilisateurs et les top utilisateurs vont pouvoir partager des nouvelles idées, des use cases, qu'on va essayer encore une fois de garder un bénéfice global, pas des petites poches ici et là, mais vraiment en les faisant participer. Et puis il y a un dernier point sur lequel il faut démontrer à un moment la valeur. Donc il ne faut pas trop pousser, et c'est ce qu'on a noté sur la partie agentique, rester sur la proposition avant de passer sur l'autonomie de l'agent. Par exemple, on a mis en place un corrélateur qui vérifie tous les retards de livraison qu'on peut avoir sur l'ensemble de nos fournisseurs, sur nos 38 sites de production. Quel signal faible on va avoir, qu'on va pouvoir utiliser à l'échelle groupe, qui va nous donner des informations sur tel fournisseur commence à avoir un problème et il va peut-être falloir réagir de manière proactive. Pour pouvoir apporter cette valeur, il faut, sur le long terme, laisser la main à l'utilisateur à s'habituer, à comprendre les modes de fonctionnement, avant de se dire « oui, là-dessus, je vais augmenter mon lead time parce que j'ai vu que tous les sites partenaires ont eu un retard de livraison de 10 jours. Je vais anticiper en automatique et demander au système de placer une PO 10 jours à l'avance. » Mais ça prend du temps et ça fait partie de cette adhérence, j'ai envie de dire, au système, d'où le snackable pour nous est très important parce que tout le monde y voit un petit intérêt à un endroit ou à un autre. Excellent. Et effectivement, l'appropriation par l'humain, c'est important, on va en parler, hein, c'est le change management. Et je pense que le fait que l'agent donne accès aux sources de raisonnement et propose plusieurs alternatives, éventuellement classifiées moyen terme, court terme, long terme. Là, tu citais un exemple de prise de décision court terme, ça va être d'augmenter le lead time. Il peut y avoir du moyen terme, ça va être qualifier des sources alternatives. Et puis il va y avoir du long terme, c'est s'y prendre différemment pour la conception du futur produit ou médicament, en l'occurrence avec des bases différentes ou avec voilà. Donc effectivement, l'exposition des scénarios qui laissent le choix à l'humain, à l'utilisateur, est clé pour l'adoption. Le fait que l'humain garde son juge-arbitre, cette capacité d'être toujours dans la boucle de décision, je pense que c'est clé pour donner confiance en l'outil et puis valoriser le travail de l'humain avant de parler d'automatisation. Des workflows complets de bout en bout, c'est bien d'automatiser les phases amont de recherche, de production de scénarios, mais ça reste très valorisant et nécessaire, je pense, de confier à l'humain le choix stratégique, puisque l'agent, il n'est là que pour éventuellement prendre une décision, mais la décision, elle sera toujours prise au nom de l'humain qui est derrière et qui garde la responsabilité. Youssef, quel point de vue sur ces freins ? Je vais rajouter un frein, je pense, qui est exposé par 80% des posts sur LinkedIn qui vous expliquent pourquoi vous n'y arrivez pas avec l'IA. C'est la data. Hein. Moi, je vois la data en deux sujets, le contenu et le contenant. Le problème du contenant, c'est alors le mot qui est assez à la mode en ce moment, c'est l'ontologie. Moi, j'aime bien le voir comme le dictionnaire de vos données. L'IA, elle ne va pas comprendre que vous nommez les choses de manière différente. Enfin, si, elle peut le comprendre sur un POC, parce que ces LLM sont assez puissants, mais forcément, plus vous scalez, plus vous la feedez de data, et plus elle aura de chances de se perdre. Donc, travailler sur ce cerveau de votre entreprise, enfin, chez Faurecia, c'est vraiment un sujet qu'on a pris à bras le corps depuis quelques années. J'en veux pour preuve qu'on est en train de redévelopper notre MES, et on construit vraiment aujourd'hui notre MES, notre futur MES, autour d'un cerveau. C'est-à-dire qu'on va acheter une solution dont le seul but sera de gérer cette ontologie des opérations.
donc ce dictionnaire commun. Si ce dictionnaire d'ailleurs est un dictionnaire qui est standard, donc avec beaucoup de documentation sur Internet, c'est-à-dire sur lequel le LLM a été entraîné, comme les Moselle ISA 95 qui sont des standards de l'industrie, c'est encore mieux. Ça augmente la chance à vos cas d'usage de fonctionner. Donc ça, c'est pour la structure. Et ensuite, il y a la qualité des données. Et on en parle souvent de la qualité des données. Et on dit souvent, il faut travailler sur la qualité des données. Alors moi ce que j'aime bien dire de manière provocante, c'est qu'il ne faut pas travailler sur la qualité de données, il faut travailler sur ce qui génère ces problèmes de qualité de données. Et ce qui génère ces problèmes de qualité de données, c'est des systèmes. Parce qu'une donnée, à part si vous faites du reporting pur et vous demandez à des gens de rentrer des données pour aucune raison, les données, elles sont générées par des process digitaux dans des systèmes. Ça peut être du SAP, du PLM, Et si ces systèmes sont mal utilisés, ça génère des mauvaises données. Ou si les process sur lesquels sont basés ces systèmes ne sont pas bien structurés ou sont mal appliqués, ça génère des mauvaises données. Donc quand on vous dit de travailler en fait sur les données, on va vous demander en fait de travailler sur les systèmes qui sont déployés dans vos usines ou dans votre entreprise depuis très longtemps. Donc les ERP, les MES, les PLM, l'IA ne va pas comprendre que vous faites 50% du process sur l'ERP, mais en fait la partie importante, elle se passe sur le coup de fil de Paul à Jacques. Donc il faut pour pouvoir augmenter le potentiel d'utilisation de l'IA, il faut davantage que le vrai travail se passe dans les systèmes. Et donc, chez Forvia, on a de la chance parce que dans les 5 prochaines années, on va tout changer. on va déployer donc SAP S/4HANA, mais du coup, qu'on ne voit pas que comme un projet technique, de migration technique. C'est surtout, pour nous, une opportunité d'harmoniser le process, notamment avec notre nouvelle filiale allemande, mais aussi de s'assurer qu'on va plus loin dans la profondeur d'utilisation des process. Voilà. MES, PLM, j'en passe et des meilleurs. Alors, je vais rajouter un petit complément, effectivement, pas en tant que ma casquette de modérateur, mais en tant que SAP, puisque tu parlais de la problématique de la qualité de la donnée dans les données sources. Je pense qu'il y a aussi une problématique à travers l'export que tu évoquais vers Snowflake ou pour Forvia, l'export vers Palantir. Hein, en gros, des fichiers plats qui sont pris des sources de production des données. Ça peut être de l'ERP, comme du PLM ou autre. Export de ces fichiers plats dans ces plateformes qui sont censées donc proposer une harmonisation de l'ensemble des données. Si vous perdez le contexte de la donnée quand vous faites cet export, vous avez toute une ingénierie de la donnée pour reconstruire l'ontologie qui est délicate, coûteuse, et en temps et en argent du coup, et qui peut conduire aussi à des problématiques de qualité de données. Si vous ne reconstruisez pas bien l'ontologie, si vous perdez des liens à travers des knowledge graphs qui ne sont pas complètement fiabilisés, vous allez pouvoir perdre potentiellement des liens vers certaines sources de données. Et donc, c'est là-dessus que SAP aussi a quelque chose à proposer avec cette offre qui est disruptive de Business Data Cloud, qui est exposée à l'ensemble des fournisseurs d'algorithmie et d'intelligence artificielle, hein, pour pouvoir proposer des mécanismes de delta sharing en zéro copie. Donc la donnée reste chez SAP sur cette Business Data Cloud, mais est exposée au sein de Snowflake, par exemple, pour être consommée, Databricks, etc. Donc je pense qu'effectivement, l'architecture de la donnée, c'est clairement un frein qui avait été mal appréhendé, qui est bien appréhendé aujourd'hui, mais qui est bien identifié du coup, et sur lequel il faut travailler absolument pour être sûr de manipuler de la data à jour, bien contextualisée. Et puis, quand on modifie de la donnée, et ben, la modifier dans ses systèmes sources pour conserver une source unique de vérité qui peut être consommée par les agents. Valérie, maintenant, je pense qu'au niveau du change, il y a aussi beaucoup de facteurs humains à prendre en compte. Alors, donc, dans les 3 freins, bon, évidemment, hein, la qualité des données, je m'associe, hein, c'est un incontournable. Le deuxième frein que l'on peut voir aussi, c'est sur les aspects confidentialité, brevet, cœur du réacteur de l'entreprise. Si on veut pouvoir coder, utiliser de l'intelligence artificielle en open source, il faut pouvoir avoir accès à un certain nombre de données. Il y a des freins parce qu'il y a des entreprises qui travaillent sur des données sensibles et donc la confidentialité est un frein d'adoption à l'intelligence artificielle. Et un troisième frein que je vois, c'est un aspect humain, puisque cette intelligence artificielle s'appelle aussi la transformation des organisations.
Et je vais reprendre ma casquette de présidente Elle Bouge. Aujourd'hui, je voudrais parler de l'efficacité d'une intelligence artificielle non genrée. Aujourd'hui, il n'y a que 17% de femmes qui travaillent dans l'intelligence artificielle. Il a été prouvé sur des groupes de data scientists que dès lors qu'il y a 23% de femmes dans un groupe de data scientists, l'efficacité opérationnelle de ce dernier en est augmentée d'environ 40%. Dans les cas d'intelligence artificielle, ne pas oublier que les femmes sont aussi prescriptrices d'achat. Dans l'automobile, plus de 70% des actes d'achat in fine sont décidés pour les femmes. Donc comment, au titre de la compétitivité et du modèle opérationnel des entreprises, peut-on se priver des cerveaux de femmes pour aller encore plus, dans plus de compétitivité sur l'intelligence artificielle? Donc un des freins, c'est bien d'utiliser ces modèles de leadership féminin au titre de la compétitivité globale. Donc là, on parle non plus de freins, mais effectivement d'accélérateurs potentiels. Chez Sanofi, quels sont les accélérateurs aujourd'hui et pour demain? Alors, il y a un point qui est très important, et tu l'as abordé rapidement, c'est comment on va adapter les organisations et les personnes que l'on a. Et avoir des gens qui sont digitaux de naissance, on ne va pas pouvoir renouveler toutes les organisations et je ne suis pas sûre que ça fonctionne. Il faut avoir une double compétence quelque part. Il faut bien comprendre cet environnement dans lequel on va évoluer, mais bien comprendre aussi le business. Si on n'a pas un œil critique sur cette IA, on ne pourra pas l'utiliser de manière intelligente. Et c'est là la difficulté, c'est de prendre des gens qui ont la bonne compétence business aujourd'hui, les faire grandir sur cet environnement IA, leur apprendre à l'appréhender un peu mieux et les former dans ce cadre-là. On a un programme en interne d'apprentissage d'IA qui a été fait, c'est un programme qui est fait avec HEC, que tous les membres de l'Excom ont commencé par faire à leur niveau et qui est ensuite descendu sur toutes les strates managériales. Aujourd'hui, mes N-5 sont en train de le passer. Donc, on est à un niveau où réellement il y a cette infusion. On a également aussi, c'est ce que je disais, le snackable, la mise à disposition de beaucoup d'outils AI pour la vie de tous les jours. On a 80% de notre support aujourd'hui qui est fait par un agent, un support informatique. On a compté en nombre d'heures gagnées d'attente, c'est juste énorme. Donc, c'est comment on arrive tout doucement à transformer la culture de l'entreprise pour que les gens soient prêts à se lancer dedans. Au final, ça va générer des petites poches d'innovation locale où la productivité va augmenter. Il faut aussi trouver la balance entre les poches d'innovation locale et le framework global qu'on veut essayer de garder, parce qu'il ne faut pas que ça aille dans tous les sens. Mais on voit énormément de poches de productivité qui sont mises en place parce qu'on commence à avoir des gens qui sont moteurs, qui commencent à mieux appréhender, à mieux comprendre nos systèmes et savoir comment ils vont pouvoir l'utiliser au jour le jour dans leurs activités pour être plus disponibles sur des choses à plus de valeur ajoutée, des prises de décision. Excellent. Et chez Forvia, je crois que vous avez eu une approche un peu différente, mais également pour accompagner le change avec ce programme qui a été mis en place par Raphaël Viard quand il est arrivé, votre nouveau CDIO, oui, qui a été de concevoir, de définir des binômes entre digital native et puis des execs, hein, donc, qui ne sont pas partis chez HEC, mais qui sont coachés par des digital natives. Donc là, ça renverse un peu le paradigme où on dit avec les agents, il n'y a plus besoin de juniors. En fait, chez Forvia, c'est différent. Explique-nous. Bah, tu as tout dit, Benoît, et je suis tout à fait d'accord avec ce que Diane vient de mentionner. Souvent, lorsqu'on parle de change, je le dis de manière caricaturale, on parle souvent de changer les gens en bas de l'échelle qui ne veulent pas utiliser les solutions qu'on leur a poussées du haut. Et je m'oppose souvent à cette vision. Je pense que le change et la formation doit commencer par le haut. Donc je pense que ce qu'a fait Safran est vraiment à beaucoup de... Sanofi, excuse-moi, a beaucoup de valeur. Et chez Forvia, en effet, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé ces binômes pour que les gens du COMEX, qui vont probablement pousser et incentiver leur équipe à utiliser plus d'IA, comprennent ce que c'est que l'intelligence artificielle, les avantages, mais aussi les limites, et peut-être formulent des demandes plus réalistes. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est aussi accepter en tant qu'organisation que lorsqu'on pousse des technologies aussi disruptives dans les manières de faire, très probablement, on ne peut pas fonctionner comme il y a 30, 40 ans. Et donc, je pense que les managers
que nous sommes et le top management doit aussi se challenger à réfléchir à des nouvelles manières de fonctionner qui n'ont pas été expérimentées par le passé, mais qui doivent peut-être survenir avec ces nouveaux outils. Et donc nous, ça se passe dans le cadre d'un programme qui s'appelle Simplify, qui a été lancé par notre nouveau CEO, qui vise à vraiment simplifier les process dans l'entreprise, et l'IA est vu comme un des piliers clés de cette simplification. Et donc je pense qu'il faut avoir le courage de se poser les questions de est-ce qu'on a besoin d'autant de strates managériales lorsqu'on a des intelligences artificielles qui permettent de faire circuler l'information et d'accélérer le processus de décision. Voilà. Est-ce que du coup toutes les strates managériales, est-ce qu'elles accélèrent ou est-ce qu'elles ralentissent le potentiel de l'IA? Donc cette partie organisation, elle est claire. Bon, ensuite, il y avait tous les sujets de modernisation des applications. Hein. Clairement, on a beaucoup d'obsolescence dans les systèmes qui ont été déployés chez Forvia. Et clairement, les moderniser va être un des axes clés si on veut pouvoir s'appuyer sur ces technologies dans le futur. Oui, modernisation des applications et effectivement des outils. On travaille ensemble, par exemple, c'est pas un mystère sur la nouvelle couche d'engagement côté SAP. SAP n'était pas la solution, je dirais, la plus facile à utiliser, c'est un euphémisme. Avec Joule, cette nouvelle couche d'engagement, on va dire, qui fait abstraction des applications qui sont déployées au sein de l'entreprise. L'utilisateur n'a plus besoin de savoir s'il doit lancer Ariba pour passer une commande d'achat, SuccessFactors pour poser ses congés, ou S4HANA pour passer une commande, ou recevoir un flux financier d'un fournisseur. Non, il ouvre son Joule et il exprime une intention, et c'est à Joule ensuite d'aller déclencher à travers les applications les bons workflows pour triturer la bonne donnée et générer les bons insights. Donc la simplification des outils, c'est effectivement quelque chose qui est clé dans l'adoption. Valérie, est-ce que tu as une dernière remarque avant qu'on ouvre les questions à la salle? Oui, en termes d'accélérateur, donc effectivement, avec cette intelligence artificielle, elle s'accompagne de la transformation des compétences. Et un des éléments clivants de la transformation des compétences, c'est la culture du discernement. Culture du discernement, tout d'abord par rapport aux utilisateurs. Ce que me dit la machine, qu'est-ce que j'en fais, comment je le critique. Donc ce n'est pas de l'argent comptant. Culture du discernement au niveau des décideurs. On passe d'un monde où l'information était capitale pour prendre des décisions. Maintenant, on passe d'un monde où la qualité de l'information et le discernement par rapport à l'information devient capital pour prendre les décisions. Et donc, une adaptation des organisations d'entreprise sur du plus lean, peut-être effectivement des suppressions de strates, etc., pour accélérer et accompagner cette prise de décision dans une organisation beaucoup plus lean au niveau des entreprises. Merci. Très belle conclusion. Tu voulais rajouter quelque chose, Diane? Juste rapidement, on a développé un pool de développeurs AI chez Sanofi, ça s'appelle l'accélérateur justement. Et en fait, les utilisateurs peuvent aller voir ce pool d'accélérateurs qui fonctionne comme une start-up. On va venir avec un business case, on va essayer de leur vendre et ils vont le développer. Et on a des lead time de delivery qui sont dans les 2-3 semaines parce que c'est vraiment en format start-up. Ça fait partie du change of mindset, c'est accessible à tous. Tout le monde peut aller pitcher auprès d'eux et trouver la bonne application qui va faire que, oui, ça fonctionne, on va adopter cette proposition et aller plus loin. Et c'est un change de mindset qu'il faut vraiment mettre en place parce que de toutes les manières, ça va se faire. La question, c'est avec ou sans nous. Merci pour toutes vos interventions. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? On propose de faire circuler un micro. J'ai des questions pour vous quatre. Quels processus ont-ils les plus impactés par IA? Question culture. Disposez-vous des données nécessaires pour exploiter efficacement IA? Question de frein. Quels facteurs ont-ils facilité le déploiement de l'IA? Question accélérateur. Quels domaines présentent encore plus fort potentiel d'automatisation? Question stratégique. Question subsidiaire. Comment percevez-vous l'évolution actuelle de l'IA industrielle avec l'émergence des agents IA, de l'edge computing et du cloud? Ça fait beaucoup de questions à répondre en 5 minutes 41. Donc on va en sélectionner quelques-unes.
Je commence, comme ça je vous laisse un petit peu de temps pour réfléchir, sur les business process qui sont les plus impactés et là où la productivité est la plus grande en attendu, puisque en tant qu'éditeur logiciel, nous on voit énormément d'impact sur la fonction de développement, développement logiciel. Donc là, je parle en connaissance de cause et je dirais, je me projette un peu sur l'utilisation qui va être faite des outils SAP par les industriels, par nos clients. Et là, je parle de Joule-Work. Joule-Work, donc c'est un agent qui va vous permettre, qui va permettre au business process owner. Donc là, c'est un agent qui n'est pas seulement à destination de l'IT, qui n'est pas seulement à la destination des DSI, mais qui est vraiment à la destination des business process owners. Agent qui va donc se nourrir de toute la connaissance des workflows de l'entreprise, qui est maîtrisée chez SAP, et qui va digérer le prompt de l'utilisateur, prompt dans lequel l'utilisateur va exprimer une intention. D'accord. Et Joule-Work va proposer une spécification détaillée de l'outil, de l'application que le business process owner a décrite dans son intention. Cette spécification détaillée peut être amendée, corrigée, puis validée. Une fois qu'elle est validée, Joule exécute la spécification en développant le code Python qui est affiché donc dans un troisième temps. Une fois que ce code Python est affiché, le code Python peut être exécuté en test, peut faire l'objet donc de validation, peut ensuite être déployé, et au sein de la Business AI Technology Platform dans laquelle se trouve ce Joule Studio, vous avez la gouvernance des agents une fois qu'ils sont déployés. Donc, ce que l'on voit à travers nos outils, c'est effectivement un énorme impact en termes de productivité, d'efficacité et de compliance à travers le déploiement de cette IA agentique pour les développeurs. Voilà pour une première réponse. Ensuite, business process supply, j'imagine. Je vais y aller sur la data. Alors en pharma, on a forcément une partie qui est très réglementaire et qui est plutôt propre côté données. Nos nomenclatures, elles sont 100% accurate, autrement on aurait des problèmes. Mais on a aussi des données qui ne sont pas forcément au niveau attendu. Si on attend que la donnée soit parfaite, on ne va jamais se lancer. Et je pense qu'il faut trouver le juste équilibre entre la donnée qui est good enough to proceed versus quelque chose de parfait. C'est le premier point. Et le deuxième point, et c'est ce qu'on est en train de mettre en place aussi, il y a du self-healing de master data qui se met en place avec l'IA, qui va apprendre par rapport aux corrections qu'on essaye de mettre en place et qui va nous aider à automatiser en fait une partie des corrections des master data. Donc, on travaille en parallèle, on utilise les données, ça nous permet de détecter aussi des erreurs, mais ça nous permet aussi de continuer à alimenter le système pour qu'il soit proactif sur la gestion des données, notamment côté supply chain sur nos données APS, qui sont des fois un peu moins réglementaires que ce qu'on a sur nos ERP, et qui vont nous permettre de faire des propositions et des réajustements en masse de nos safety stocks, de nos lead time, de nos demonstrated production time, etc., avec une vérification humaine entre les deux, mais la possibilité d'aller directement sur la correction. Alors de mon côté, je vais répondre à la question 1 et à la question subsidiaire. J'ai le droit de choisir. Donc la question 1 sur les business process prioritaires. Bon, je l'avais dit, pour Forvia, c'est le planning, la maintenance et le process control. Mais je pense que surtout ce qui est important, c'est que chaque entreprise ait ses priorités. Je benchmark des entreprises, des industries, et je peux comprendre que pour certaines entreprises, pour certains industriels, par exemple, la planification ne soit pas un enjeu très important. Ce qui est sûr, c'est qu'avec l'intelligence artificielle, tout est intellectuellement très intéressant, mais que vous ne pouvez pas mener tous les combats de front, donc il faut que chacun ait sa réponse. Alors la question sur le edge computing, c'est une question, je pense, qui est très intéressante, qui, à mon avis, va prendre de plus en plus d'importance dans le futur. Et la preuve, c'est que chez Forvia, même si on n'a pas de cas d'usage encore aujourd'hui sur ce sujet, on prévoit une architecture qui permette de faire tourner des intelligences artificielles en edge. Probablement pour des raisons de latence, mais on peut peut-être penser à d'autres raisons, comme de la sécurité, de la cyber. Oui, c'est un sujet, je pense, qui va prendre de plus en plus d'importance dans les prochaines années. Ou de la souveraineté. Ou de la souveraineté. Bon, sur les domaines où il y a des vrais gains encore pour moi, c'est tout ce qui tourne autour du software defined véhicule, l'ensemble de ces choses. Je pense là où il y a encore à gagner, c'est dans le cycle en V des conceptions des produits manufacturés, notamment sur la descente du V sur les phases de conception.
Aujourd'hui, on est sur l'industrie 4.0, je pense qu'on va voir plus. Je pense qu'on peut aller sur la conception sans prototype physique. Et là, il y a encore des véritables gains de productivité. Mettre en place un radiateur, un phare, un bouclier, sans avoir aucun prototype de validation. Je pense qu'il y a encore des gains à avoir. C'est vrai que les crash tests de Forvia en Allemagne coûtent très cher en temps et en argent. C'est vrai qu'en digitalisant tous ces modèles de crash, vous avez gagné énormément. Oui, tout à fait. Tout à fait. Même des tests descriptifs de frames, par exemple, qu'on essaye de retirer et qui aussi ont beaucoup de valeur. Eh ben, il me reste à remercier donc, notre excellent panéliste et puis la salle pour vos questions. Merci. Nous sommes à votre disposition pour les questions complémentaires en backside.